À travers l'obscurité viendra la lumière ukrainienne. En Crimée, c'est plus vrai que partout ailleurs dans les territoires occupés. Depuis des mois, l'Ukraine mène une campagne visant à isoler la Crimée, transformant la péninsule occupée en une île coupée du soutien russe. Puis la nuit du 24 juin 2026 est arrivée. L'Ukraine vient de plonger la Crimée dans sa nuit la plus sombre de son histoire. Mais la situation empire pour la Russie. Quelque chose de sombre s'est produit au-delà de la coupure de courant. Quelque chose de vraiment sombre. Avec l'électricité coupée, l'Ukraine a tout détruit. Nous vous emmenons d'abord à la centrale électrique de Balaklava à Sébastopol. Cette ville est considérée comme le joyau de l'occupation de la Crimée pour Poutine. C'était le port d'attache de la flotte de la mer Noire, jusqu'à ce que l'Ukraine chasse les navires de guerre russes par une brillante campagne. Mais maintenant, Sébastopol est vulnérable, et l'Ukraine l'a prouvé avec une série dévastatrice de frappes nocturnes le 24 juin, qui ont plongé toute la ville dans l'obscurité. La centrale thermique de Balaklava était la cible principale, et l'attaque aérienne ukrainienne a parfaitement rempli sa mission. Couper l'électricité, plonger les occupants dans l'obscurité. Lors d'une nuit où des explosions ont également été enregistrées par les chaînes de surveillance ukrainiennes à Kerch, Bakhmut, Sarai et près du mont Ipetri, qui est une base importante en soi, parce qu'il abrite une station radar utilisée par un bataillon radiotechnique des forces aérospatiales russes. L'Ukraine a infligé assez de dégâts à l'usine de Balaklava pour plonger les occupants de la Crimée dans l'obscurité. Les détails sur l'ampleur des dégâts causés restent encore flous, mais la panique qui émane des autorités fantoches russes sur la péninsule nous dit tout ce que nous devons savoir. Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozayev, installé par Moscou, s'est exprimé sur Telegram pour expliquer ce qui s'est passé, affirmant que sa ville a temporairement perdu l'électricité, à la suite des frappes ukrainiennes contre les infrastructures. Dans des publications ultérieures, le gouverneur a avancé l'étrange affirmation qu'une combinaison de défense aérienne, d'équipes mobiles de tir et de l'armée et de l'aviation russe avait repoussé 2 attaques des forces armées ukrainiennes, abattant 70 drones au passage. Mais repousser est un choix de mots intéressant. La Russie a tenté d'arrêter les attaques ukrainiennes contre la Crimée via ses défenses aériennes. Pourtant, elles ont échoué. Razvozayev l'a même admis involontairement dans une mise à jour confirmant que l'électricité n'est toujours pas rétablie dans les districts de Leninsky, Gagarinsky et plusieurs rues de Sébastopol. Razvozayev, tu ne peux pas dire qu'une attaque a été repoussée quand une ville entière est plongée dans le noir à cause de ces attaques. Ce que Razvozayev ne dit pas dans ses messages sur Telegram, c'est que la Crimée avait déjà des problèmes d'électricité avant la frappe ukrainienne du 24 juin. Le 23 juin, des coupures de courant tournantes ont déjà été instaurées dans la majeure partie de la Crimée, présentées par les autorités comme préventives. Ce qu'elles étaient censées prévenir n'est pas vraiment clair. Le Kyiv indépendant indique que ces coupures de courant ont déjà affecté la moitié de la Crimée, survenue après une attaque ukrainienne contre des réservoirs de carburant à la centrale thermique de Kerch. Gardez Kerch en tête, nous allons y revenir. Le porte-parole des autorités d'occupation russes, Oleg Kryuchkov, a déclaré « Nous subissons presque chaque jour des attaques contre l'infrastructure énergétique de la Crimée. Des manœuvres et une redistribution d'énergie ont lieu. Des programmes préventifs de délestage sont prévus. En cas de surcharge du réseau électrique en Crimée, ils seront appliqués périodiquement selon la situation. » Eh bien, la situation vient de s'aggraver considérablement. Une péninsule dépendant principalement du continent ukrainien pour l'électricité est en train d'être coupée. L'Ukraine a visé l'une des rares centrales électriques en Crimée pour faire passer son message. Malgré la panique, Razvozayev a tenté d'incarner une figure inspirante pour les occupants plongés dans l'obscurité par l'Ukraine. Ils ne nous intimideront pas par l'obscurité. Nous avons vécu pire, et nous tiendrons bon cette fois aussi, a déclaré le gouverneur de Sébastopol, tout en conseillant timidement aux habitants qu'il serait probablement judicieux d'économiser la batterie de leur téléphone, s'ils voulaient avoir une chance de passer des appels d'urgence. Quelle ironie! Ils ne nous intimideront pas, vraiment. Émanant d'un gouverneur fantoche d'un régime qui a érigé les attaques contre le réseau énergétique ukrainien, surtout en hiver, en l'une de ses principales stratégies pour terroriser les civils ukrainiens et faire pression sur le gouvernement du pays, cette déclaration sonne creux. Le 2 juin, une attaque russe de missiles et drones a privé 8 régions ukrainiennes d'électricité. La campagne aérienne russe contre le réseau énergétique a forcé la plupart des régions à imposer des coupures pour survivre tout l'hiver. Un appel à l'action ne fonctionnera pas en Crimée, surtout lorsque ses occupants sont obligés de ressentir les effets d'une opération militaire spéciale qui, leur avait-on dit, serait terminée depuis longtemps.
nous avons assisté à une petite dose de revanche de la part de l'Ukraine, accompagnée d'une forte dose d'une stratégie visant à isoler la Crimée et à rendre la péninsule intenable pour la Russie. La Crimée est en pleine transformation. Mais le pire pour Poutine et ses acolytes, c'est que le 24 juin n'était qu'un point culminant. Alors que Sébastopol était plongé dans l'obscurité, l'Ukraine frappait partout en Crimée lors d'une vague d'attaques qui a transformé une situation déjà mauvaise en un cauchemar encore pire pour la Russie. La veille de la nuit la plus sombre jamais vécue par la Crimée, l'Ukraine lui avait infligé la nuit la plus violente. L'apogée d'une série de frappes sur 60 cibles a eu lieu. Les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote, ayant ajouté 2 lanceurs, un canon anti-aérien et un radar au bilan de 23 équipements de défense aérienne russes, détruits, rien qu'en juin, rapporte Euromaidan Press. Mais il y avait bien plus. Des sites de carburant, 3 drones russes coûteux, et d'autres cibles s'ajoutent aux 60 cibles que les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote disent avoir frappées avant la panne d'électricité. Beaucoup à couvrir, alors restez avec nous. Près de Bakhmut, l'Ukraine a frappé un système Pantsir simple. Un peu plus loin, à Korotna, les drones ukrainiens ont détruit un canon anti-aérien et un lanceur S-300. Kerch a aussi été touchée. Nous vous avions prévenu, elle a perdu un radar Nebo-U et bien d'autres équipements. L'Ukraine a aussi visé des camions-citernes dans les territoires occupés, destinés à la Crimée pour atténuer la crise du carburant sur la péninsule. À Orlivka, dans l'oblast de Donetsk, l'Ukraine a détruit un wagon-citerne de carburant. Un transport de ravitaillement a aussi été détruit à Zaporizhia, près de Priazovska. Selon Euromaidan Press, de nombreux autres convois de carburant et de ravitaillement ont été détruits, en Crimée et dans 4 oblasts occupés. L'Ukraine a aussi détruit des drones en Crimée et un centre de formation de pilotes de drones à Debaltseve. Tout ce que l'Ukraine vise est touché, et petit à petit, la mainmise de Poutine sur la Crimée se relâche. Revenons à Kerch, car la destruction d'un système de défense aérienne n'a pas été le seul succès de l'Ukraine lors de sa vaste série de frappes. Le Kyiv Post indique que l'Ukraine a aussi attaqué un dépôt de pétrole au port de Kerch. C'était une frappe répétée. Le dépôt brûlait déjà après une attaque menée le 21 juin, donc l'Ukraine a frappé une seconde fois pour maintenir les incendies. L'Ukraine a aussi frappé le complexe de transbordement et de stockage de produits pétroliers du terminal d'essai, que la Russie utilise comme centre logistique pour transférer du gaz naturel liquéfié et des produits pétroliers vers les territoires occupés, dont la Crimée. Des images de ces frappes ont été publiées par la chaîne Telegram Supernova Plus, dont la Russie ne peut rien nier. Il y a aussi eu la frappe sur la centrale thermique mentionnée plus tôt, détruisant au moins un réservoir de carburant et provoquant un panache de fumée de près de 50 km, selon la chaîne Telegram Crime and Wind. Le Kyiv Post ajoute que des incendies ont été signalés à l'entrée de Kerch, où la Russie déploie des systèmes de défense aérienne S-300 et S-400, ainsi qu'à la gare ferroviaire Yuzhnaya, qui se trouve également dans la ville. Si Kerch vous paraît familière, c'est aussi car la région accueille le célèbre pont de Kerch, reliant la Russie à la Crimée occupée pour le transport de troupes et matériel. La circulation sur ce pont a été interrompue à 7 heures le jour des frappes massives menées par l'Ukraine. Et ce n'est pas tout. L'Ukraine a également frappé une sous-station électrique Nazosnaya 2 dans le district de Sovetsky, en Crimée. Les satellites de la NASA ont confirmé un incendie sur le site, corroboré par des témoignages évoquant de fortes explosions vers 2 heures du matin selon le Kyiv Post. Cette frappe a aussi entraîné des coupures de courant, accentuant l'obscurité du 24 juin les Vstantini. Des drones ukrainiens ont aussi déclenché un incendie sur la flèche d'Arabat. Vous pourriez croire que nous avons terminé avec les frappes. La Russie l'aurait espéré les 23 et 24 juin, mais il y en a encore. Avant de découvrir tout ce que l'Ukraine a fait, prenez un instant pour vous abonner à The Military Show. Si ce type d'analyse sur la guerre en Ukraine vous intéresse, nous publions chaque jour ce genre de vidéos. Alors, vous êtes prêts pour la suite ? Le 23 juin, les forces d'opération spéciales, ou SSO, de l'Ukraine, se sont rendues sur la plateforme sociale Threads pour faire une grande annonce. Désolé. Mais nous avons ici une affaire officielle et urgente. Le pont ferroviaire au-dessus du canal de Crimée du Nord, en Crimée, n'existe plus, ont déclaré les SSO, avec plus qu'une pointe de sarcasme. Ils ont ensuite laissé entendre qu'ils allaient démontrer exactement ce qui s'était passé, et ils ont tenu cette promesse avec une vidéo de la frappe qui montre que les drones ukrainiens ont absolument dévasté le pont. Encore et encore, nous voyons la vue depuis les drones à l'approche alors qu'ils frappent des cibles sur le pont. À la fin de l'attaque, l'une des travées du pont s'était complètement effondrée.
La voie ferrée sur laquelle la Russie compte pour acheminer des fournitures en Crimée a été détruite. Et une fois que tout cela a été confirmé par des agents sur le terrain, l'Ukraine a également visé les équipements de réparation, en plus de frapper les restes du pont. Encore une fois pour empêcher la Russie de le réparer rapidement et de le remettre en service. Le Kyiv Post partage plus de détails. Il indique que le pont en question se trouvait près du village de Rozdolna et que l'attaque a eu lieu le 22 juin, même si elle a été rapportée un jour plus tard. Nous avons donc une série de 3 jours consécutifs de frappes dévastatrices, toutes destinées à nuire aux occupants de la Crimée. En effet, c'est exactement ce que cette frappe a accompli. Le pont et la voie ferrée détruits faisaient partie du réseau logistique militaire sur lequel la Russie compte pour acheminer des fournitures, des troupes, du matériel et du carburant à travers la Crimée, et souvent jusqu'au sud de l'Ukraine. Au fait, avons-nous parlé de 3 jours ? Disons plutôt près d'une semaine de frappe. Ce même pont avait également été touché dans les jours précédant la frappe du 22 juin, et d'autres attaques ukrainiennes avaient également visé les points de passage reliant la Crimée au continent ukrainien. Puisqu'on parle des frappes ukrainiennes de la semaine dernière, mentionnons-en d'autres qui n'affectent pas toute la Crimée. Le 20 juin, l'Ukraine a frappé la raffinerie de pétrole de Tyumen, située à environ 2000 km de la frontière ukrainienne avec la Russie. Nous avons aussi observé des attaques répétées contre le port Kavkaz en Russie depuis le 21 juin. Bien que russe, il accueille souvent des ferries transportant des fournitures vers la côte ouest de la Crimée. Un incendie a été signalé au port, et plusieurs des ferries que la Russie utilisait comme navires logistiques de fortune ont été touchés. Ouf. L'Ukraine a déjà mené de grandes frappes, mais jamais à ce point. En l'espace de quelques jours, l'Ukraine a considérablement intensifié sa stratégie pour couper la Crimée des occupants sur le continent ukrainien, ainsi que des approvisionnements transportés depuis l'intérieur de la Russie. Les défenses aériennes détruites, des dépôts de pétrole en feu et des axes logistiques asséchés. À l'heure où nous réalisons cette vidéo, l'électricité reste coupée dans de larges zones de Crimée, sans perspective de fin pour les coupures de courant tournantes sur la péninsule. L'Ukraine vient de faire vivre à la Crimée son jour le plus sombre, point culminant d'attaques brutales pour paralyser la péninsule. Actuellement, l'occupation russe de la Crimée est dans un état catastrophique. Le commandant des forces de système sans pilote ukrainiennes, Robert Brovdi, a déjà averti les occupants de la Crimée après ces attaques. Moscou tombera en Crimée. Les oiseaux SBS continueront à faire leur part, a rugi Brovdi dans un message sur Telegram le 23 juin. Et cela, c'était avant la coupure de courant à Sébastopol. Mais les Russes en Crimée savent qu'il est sérieux. Franchement, ils doivent se demander comment la situation pourrait empirer à partir de maintenant. Ils subissent déjà des coupures de courant, et la présence quasi quotidienne de drones ukrainiens. Et par-dessus tout cela, la stratégie d'isolement de l'Ukraine affame la péninsule en la coupant de tout le reste. Prenez le carburant, par exemple. L'Ukraine ne vise pas les dépôts de pétrole et camions-citernes sans motif. Chaque fois que le pétrole russe brûle, la Crimée s'enfonce davantage dans une crise du carburant qui a déjà frappé la péninsule. À peu près au même moment où l'Ukraine menait sa série de frappes, les autorités de Crimée ont imposé de vastes interdictions de vente de carburant aux civils, car la réserve de carburant de la péninsule, en diminution, est désormais réservée aux services d'urgence et à l'armée russe. Le dirigeant de la Crimée installé par la Russie, Sergueï Aksionov, a interdit la vente de carburant d'abord à Sébastopol, puis dans toute la Crimée. Du carburant continue d'arriver sur la péninsule. Un automobiliste frustré a déclaré à la BBC qu'il y a de l'essence à la station, mais elle n'est pas vendue. Apparemment, elle allait été livrée pendant la nuit, et pendant la journée, ils étaient censés commencer à la vendre comme d'habitude, mais après le décret d'Aksionov, ils ont tout arrêté. Mais ce que cela nous dit, c'est qu'il n'y a pas assez de carburant qui arrive en Crimée. Il est maintenant rationné, et la personne moyenne sur la péninsule est celle qui en pâtit. Tout travail qui implique de conduire est devenu pratiquement impossible, et ce qui est censé être l'une des destinations de vacances les plus attractives pour les Russes du continent est devenu une zone interdite. Les réservations de voyage ont déjà baissé de 58% 2 semaines, avant le 22 juin selon la Nouvelle Voix d'Ukraine, et la situation va encore empirer pour l'une des principales sources de revenus de la Crimée. Des perturbations ferroviaires et de transport ont aussi touché la péninsule, selon le Kyiv Post. Le principal opérateur ferroviaire de la péninsule, Grand Service Express, a déjà annoncé que tous les trains Tavria quittant la Crimée ne partiraient désormais que de Kerch, et que tous les trains arrivant s'arrêteraient également là-bas. Pour pénétrer plus loin dans la péninsule, il faut prendre un bus. Les transports publics ont réduit leurs circuits, et les centres commerciaux leurs horaires. Visiter un supermarché n'est pas très utile.
Le 9 juin, TVP World a indiqué que les autorités ukrainiennes signalent des pénuries alimentaires, conséquence des attaques ukrainiennes sur la logistique vers la Crimée. Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de nous demander combien de temps les trains continueront de circuler à Kertch, maintenant que l'Ukraine a clairement indiqué qu'elle allait frapper cette région durement et à plusieurs reprises. Certains signes étranges indiquent que l'isolement de l'Ukraine pour la Crimée fonctionne. Par exemple, Aksionov a annoncé que tous les camps pour enfants seront suspendus au moins jusqu'au 1er septembre, apparemment, par crainte de frappes ukrainiennes. Mais l'Ukraine ne vise pas les civils. La véritable raison de cette suspension, c'est que la crise du carburant qui s'étend en Crimée a transformé les bus qui transportent les enfants vers ces camps en un luxe que la Crimée ne peut plus se permettre. La Crimée a aussi interdit la circulation nocturne des motos, mobylettes, scooters, pit-bikes, quads et véhicules similaires. Cela vise à garantir la sécurité publique, car le bruit des motos gêne le travail des équipes de défense aérienne face aux essaims de drones ukrainiens. Preuve ultime du succès de l'Ukraine en Crimée, les sirènes d'alerte aérienne ont été suspendues. Les occupants reçoivent des alertes et notifications d'urgence par SMS lors de l'arrivée des drones, mais les coupures de courant compliquent la recharge des téléphones. Oleg Kryushkov, conseiller d'Aksionov, affirme que les sirènes d'alerte aérienne provoqueraient une véritable folie sur la péninsule. Pourquoi ? Car elles sonneraient 22 heures par jour, dont 7 ou 8 fois la nuit, empêchant les occupants de vivre la vie qu'ils tentent de construire sur la péninsule. Les attaques de drones ukrainiens sont devenues si fréquentes et efficaces que les sirènes d'alerte aérienne ne sont plus utilisées, car elles retentiraient en permanence. L'étau ukrainien se resserre autour de la Crimée. Nous assistons ici à un blocus inédit. Bloquer un territoire pour empêcher l'accès au ravitaillement n'est pas une stratégie nouvelle. Les armées l'utilisent depuis des millénaires. Mais la façon dont l'Ukraine le fait n'a jamais été vue auparavant. Des milliers de drones paralysent la logistique de la Crimée et laissent la péninsule vulnérable à des frappes que l'Ukraine semble désormais capable d'effectuer à volonté. L'Ukraine a affaibli méthodiquement les défenses aériennes de la Crimée en 2025 et développé des drones de frappe à moyenne portée, permettant désormais de cibler les artères logistiques russes vers la Crimée. Nous voyons l'aboutissement de ce travail acharné. Le 24 juin, l'Ukraine a infligé à la Crimée occupée sa journée la plus sombre en 12 ans. Dans les jours qui ont précédé cela, elle a fait vivre à la Crimée les journées les plus féroces qu'elle ait jamais connues. Mais comme le dit Brovdi, bien plus est à venir. Les jours sombres vont devenir d'un noir absolu alors que les drones ukrainiens rempliront le ciel. Et la lumière ne reviendra en Crimée que lorsque l'Ukraine aura terminé son travail, et que la stratégie d'isolement poussera les occupants à abandonner la Crimée en masse. La Crimée de Poutine, c'est fini. Et il ne peut rien faire pour l'arrêter. Ce qui était jadis la précieuse conquête de Poutine devient un tel handicap stratégique que la Russie devra bientôt reconnaître que conserver la Crimée pose plus de problèmes que d'avantages. La stratégie de l'Ukraine est brillante et dévastatrice. Découvrez-en davantage dans notre analyse sur la façon dont l'Ukraine isole la péninsule et prépare la dérussification. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre les frappes ukrainiennes en Crimée et territoires occupés. Merci de nous avoir regardés.